peuple germanique apparaît dans l'histoire à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est issu d'une migration de peuples provenant du monde scandinave, ayant migré vers le continent européen, le plus probablement pour des raisons climatiques. Les Germains utilisaient pour se nommer l'expression Teuto, terme désignant celui issu du même peuple. Cette racine linguistique donnera le français teuton, parfois utilisé pour désigner l'identité germanique. Contrairement aux Gaulois sédentaires, organisés autour de grandes agglomérations et de terres habilement cultivées, les peuples germaniques étaient semi-nomades, et leurs tribus constituées de petits hameaux en perpétuel déplacement et renouvellement au fil des années. Cette particularité les rendait difficilement contrôlables par Rome, en plus de l'environnement sauvage et inculte dans lequel ils s'étaient adaptés à vivre. Les différentes familles du peuple se partageaient le territoire à travers des domaines ruraux dispersés et protégés d'épaisses forêts. On y pratiquait une agriculture élémentaire, comportant les légumes de base ou les céréales communes comme l'avoine, mais aussi et surtout l'élevage pour lequel la forêt servait de pâturage. Les terres agricoles, quant à elles, étaient redistribuées régulièrement par tirage au sort, afin d'éviter la sédentarisation et les conflits liés à la propriété. Les habitations étaient disséminées en multitude de petits hameaux. Les membres de la tribu se logeaient à leur guise, s'isolant à l'écart d'éventuels voisins, dans des habitats rustiques faits de bois et de torchis, facilement démontables et transportables. Le nomadisme des Germains s'explique non seulement par leur mode de vie, mais aussi par leur absence de maîtrise des renouvellements des sols agricoles. Les terres se fatiguant au fil du temps, les tribus étaient sans cesse obligées de migrer à la recherche de nouveaux sols fertiles. Elles migraient à l'aide de grands chariots-wagons traînés par des bœufs, dans lesquels les Germains déplaçaient leurs affaires et tout ce dont ils avaient besoin pour la construction de leurs bâtisses. Le roi était le chef de la nation germanique, élu des dieux et respecté de tous. La tradition voulait que les chefs fassent remonter leur généalogie jusqu'au dieu Odin, Wotan en germanique. Le roi était nommé Karl, racine que l'on retrouvera plus tard dans le nom de Charlemagne, Karl Magnus, le grand roi. Les seigneurs du roi étaient nommés Jarl, chefs de guerre et chefs de communauté. Les chefs étaient entourés de leurs guerriers. Plus un chef était victorieux, plus ses butins étaient élevés et ses actes fameux, plus il attirait à lui de nouveaux guerriers lui prêtant allégeance. La puissance d'un chef se mesurait donc à hauteur du nombre de ses guerriers. Les jeunes guerriers germains, quant à eux, se mettaient le plus souvent sous la tutelle d'un oncle aguerri. La nation germanique n'est pas une nation de paysans ou d'éleveurs. Elle est avant tout une nation de guerriers. Guerriers qui incarnent l'homme libre. L'homme libre est ainsi celui qui porte le bouclier, qui lui permettait de donner son avis et sa voix au conseil du peuple, le Ting. Perdre son bouclier au combat était un déshonneur, et cette perte menait certains jusqu'à l'extrémité du suicide. L'homme libre était donc libre parce qu'il avait la capacité de se battre et donc de défendre sa liberté, ce qui lui donnait le droit de porter sa voix au conseil, le conseil des guerriers, le conseil des hommes libres. La vertu se trouvait dans l'art de la guerre et du sacrifice. Mourir jeune était la norme. La vieillesse et l'infirmité étaient vues comme honteuses, car elles étaient le signe de l'homme qui n'avait pas su mourir sous les lames, peut-être par sa lâcheté et son attachement à la vie terrestre. Car le guerrier germain était persuadé de rejoindre le banquet du dieu Wotan, divinité psychopompe, une fois enlevé par les Valkyries sur le champ de bataille, alors comparable aux anges de la mort. L'agriculture était donc vue comme une finalité ingrate, et ceux qui y étaient consacrés étaient surtout les vieillards, les esclaves et les inaptes au combat. L'attente des guerriers était longue, qui attendaient la fin de l'hiver pour reprendre leur raid dès le printemps revenu. La richesse des Germains consistait principalement dans leur bétail. Les Germains ne recherchaient pas les métaux précieux et les Romains s'étonnaient face à ce désintérêt. Seuls les Germains des rives du Rhin y trouvaient plus d'intérêt du fait de leurs échanges commerciaux réguliers avec Rome. Le Germain préférait l'argent à l'or, ce qui dénote qu'il n'avait l'usage de cette monnaie que pour des biens de valeur commerciale modeste. La justice était rendue par les jarls.
les sévices corporels et les punitions étaient l'office des prêtres, qui incarnaient donc l'autorité divine et rendaient la punition moins humiliante que si elle était le fait d'un homme ordinaire. La vengeance se faisait par voie personnelle, ce qui pouvait amener à des conflits intergénérationnels et à de longues rivalités familiales. On pouvait se racheter d'un homicide en payant le prix du sang, et ainsi mettre fin au litige. Un homicide devait être justifié devant le conseil par un conflit impliquant l'honneur. Ainsi, la loi salique indique qu'il est nécessaire d'exposer la dépouille de l'offenseur à un carrefour et de prévenir l'entourage. Dissimuler la dépouille de sa victime était considéré comme l'aveu de l'illégitimité du meurtre. Concernant les blessures graves occasionnées, notamment celles du crâne, typiques des armes germaniques comme la hache francisque, le jugement était celui-ci. Un officiant faisait tomber les restes des os brisés de la victime sur un bouclier, tandis qu'un autre s'éloignait suffisamment jusqu'à ne plus entendre la macabre sonorité. Plus la distance était grande, plus le prix du sang était élevé pour le coupable. Les troupes germaniques sont organisées en fonction des liens familiaux. On combat auprès de ses proches. Les femmes accompagnent les hommes au combat à l'arrière. On les voit souvent les encourager et leur faire reprendre les armes, redoutant le déshonneur de la captivité. Les armées sont principalement de l'infanterie, accompagnées de quelques cavaleries. Les hommes courant aux côtés des cavaliers étaient une élite guerrière limitée et élue à 100 hommes par canton. Les armes principales sont le bouclier et la lance, qui prend l'avantage sur le glaive du légionnaire quand celui-ci s'embourbe dans les fanges des forêts. En combat rapproché, le guerrier germanique dispose également de la hache, comme la francisque, arme de taille. Les Germains possédaient également des serviteurs et esclaves, mais leur traitement différait grandement de ceux de Rome. Les serviteurs possédaient ainsi leur propre bâtisse et culture, et leurs maîtres percevaient simplement une partie de leur récolte. Les serviteurs n'étaient ainsi pas maltraités, même si leur homicide, dans un excès de rage de la part de leur maître, n'entraînait pas la responsabilité du prix du sang. Enfants esclaves et enfants d'hommes libres grandissaient dans la même pauvreté et avec une égalité de traitement jusqu'à l'âge adulte. Les hommes et femmes germains se mariaient relativement tardivement et conservaient leur chasteté jusqu'au jour de leur union. Les hommes révéraient leurs femmes pour les dons médiumniques qu'ils leur attribuaient. Ainsi, certaines femmes étaient également prêtresses, associées aux dons de divination. On les nommait les volvas. La vie des Germains est rythmée par les festins et les beuveries. Tacite nous précise qu'ils prolongent souvent leur sommeil jusque dans le jour. Boire et festoyer des jours entiers semble alors une pratique courante. Mais c'est aussi à l'occasion des festins que se mènent les affaires sérieuses et que se tissent les liens entre les hommes. Le peuple germanique fait preuve d'une hospitalité qui impressionnait le chroniqueur romain. L'étranger et le voyageur étaient accueillis et disposaient toujours d'une table bien servie. Et le voisinage offrait le même accueil à l'étranger que son hôte initial. En 178, sous le règne de l'empereur Commode, qui fait suite à Marc Aurèle, surviendra une invasion germanique massive qui préfigurera l'ouverture de la période des invasions barbares. Franchissant le Rhin, la tribu Chauque déferle sur les provinces romaines, empruntant la chaussée reliant Cologne à Bavay, dépassant le pays des Tongres pour déboucher jusqu'aux alentours de Varennes. Sur cette vaste étendue, les Chauques dévasteront tout sur leur passage. Ils poursuivront leur route tout loin pour se diriger vers la province de Seconde Belgique, mais seront arrêtés par le gouverneur romain Didius Julianus avant d'y parvenir. La province de Germanie seconde fut tant éprouvée qu'elle ne se relèvera plus suite à ce désastre. Mais cette invasion des Chauques n'était que le prémisse au désastre à venir pour Rome. Quelques décennies plus tard, c'est cette fois une invasion massive d'un grand nombre de peuples germaniques qui déferlera sur les provinces romaines, parvenant cette fois à atteindre et ravager la province de Seconde Belgique dans toute son étendue. Le déferlement de barbarie fut total. Massacres, pillages, incendies. Encore de nos jours,
on retrouve les trésors enfouis des Gallo-Romains dans ces zones, richesses qu'ils avaient cherchées dans la précipitation à préserver des pillages, mais qui ne retrouvèrent jamais. Ces invasions germaniques qui dévastaient les provinces, associées à la crise fiscale majeure dans laquelle s'enlisait l'Empire, suscita alors un soulèvement de la classe rurale en Gaule, connu sous le nom de soulèvement des Bagaudes, terme issu du gaulois et signifiant combattant. Ces hordes armées de paysans démunis et de tout ce que la société gallo-romaine pouvait avoir de laissé pour compte et renégat se reconvertirent dans le brigandage et la rapine. Durant ce IIIe siècle moribond, ces bandes armées déferleront ainsi à leur tour sur le nord-ouest de la Gaule sans but précis, si ce n'est la dévastation, la soif de revanche sur un empire devenu décadent et plutocratique. Salvien, moine de Trèves, qui s'installa dans les îles de l'Airain vers 450, commente. Nous les appelons des rebelles, des hommes perdus, nous qui les avons poussés à être des criminels. S'ils sont devenus des bagaudes, n'est-ce pas à cause de nos injustices, de la malhonnêteté des gouverneurs, de leur confiscation, de leur rapine, eux qui, sous prétexte de percevoir les impôts publics, détournent à leur profit les sommes perçues. Même si l'Empire préférera les voir comme de simples pillards, on dénote chez les bagaudes une certaine forme de patriotisme gaulois, car étant issus des zones rurales de la Gaule, parmi les moins romanisées, ainsi qu'une déviance identitaire vis-à-vis de l'Empire romain. Se rappelant le douloureux désastre des légions de Varus, les Romains mirent au point des stratégies efficaces face aux combats asymétriques, privilégiant les déplacements et la cavalerie pour éviter les encerclements, et parvinrent de la sorte à éradiquer ces bagaudes après 7 mois de lutte. Mais ce n'était cette fois pas seulement de simples pillards et brigands que les légions avaient massacrés. Ce fut des paysans, travailleurs et esclaves de la Gaule du Nord. La dépopulation et la chute démographique furent telles que la Gaule ne pouvait même plus produire suffisamment de nourriture pour alimenter les légions dévolues à sa protection, et l'on dut faire parvenir le blé depuis l'île de Grande-Bretagne. Suite à cette crise majeure qui préfigurait la chute de l'Empire en Gaule, Rome fit usage des tribus germaniques vaincues qu'elle installait dans ses solitudes en tant que Lètes. Les Lètes germains venaient combler les vides laissés au sein de la population gauloise depuis le soulèvement des Bagaudes. Francs en Nervie et en Trévirie, Sarmates eurasiens du côté de Hunsrück-Moselle, Chamaves et Catoiriens dans le pays de l'Ancre. Des villes telles que Amiens, Beauvais, Troyes furent aussi concernées par cette colonisation de repeuplement germanique, et la toponymie de nombreux lieux en Gaule du Nord garderont les traces de ce passage jusqu'à nos jours. Sermoise-sur-Loire, issu des Sarmates, en Vendée-Tifauge, issu des Taïfales, au Ménancourt pour Alamanie-Cortais. Bien que le sentiment d'assurance romain se réjouit de la situation, voulons y voir la preuve de la continuité de sa domination avec l'intégration des vaincus sous son empire. Dans la réalité, depuis l'invasion germanique chamave et le soulèvement des Bagaudes gaulois, les villes romaines autrefois prospères se changèrent en sinistres citadelles, bordées de solitude. Les ruines et les pierres tombales servant désormais à dresser les murailles. Les monuments furent changés en forteresses, l'enceinte des cités rétrécissant et se confinant davantage face aux menaces extérieures, toujours pesantes, inaugurant la fin du sentiment de sécurité. Si l'Empire devait maintenir l'illusion de sa domination éternelle, les populations de Gaule, quant à elles, pressentirent déjà son crépuscule. Malgré la situation critique, la population des villes romaines ne trouva pas, face à l'adversité, l'occasion de s'édifier quelconque valeur morale salvatrice. Bien au contraire, celle-ci s'enfonçait davantage dans une ère de décadence, emportée par une frénésie collective qui lui faisait vouloir jouir encore des derniers instants d'une existence opulente. Quand les barbares enfonçaient l'enceinte des cités, c'est à l'amphithéâtre et dans les cirques qu'ils trouvaient amassée la population gallo-romaine. Et après le sac des villes laissées en ruine, la première exigence des habitants auprès des gouverneurs et pouvoirs publics fut le retour des jeux du cirque. La décadence touchait également la vie intellectuelle.
et le seul effort de l'esprit romain à cette époque consistait en panégyrique aux figures emphatiques et grotesques, ou dans la littérature, à l'attachement exclusif au style et à la forme, les bons mots et la flatterie prévalant sur les valeurs morales ou les préoccupations d'ordre social, lesquelles seront simplement méprisées. Mais plus dramatique encore, la natalité s'arrêta complètement. Pendant des siècles, ce phénomène ayant été observé par les autorités impériales, qui mirent alors en place une législation afin de le contrer sans réel résultat. Cette chute de la natalité prenait racine dans la vie opulente et décadente des classes supérieures romaines d'un côté, et de l'autre, dans la misère économique par l'étouffement fiscal des classes rurales et défavorisées. La tradition germanique divisait le peuple germain en trois groupes. L'ensemble des tribus situées à l'occident de Germanie étaient nommées Istévons. Celles proches des rives des mers du Nord étaient les Ingévons, et celles peuplant l'intérieur des terres continentales étaient nommées Herminons. Ces trois noms provenaient des trois ancêtres mythiques du peuple germanique, Istion, Ingon et Herminon, tous trois issus de l'ancêtre commun et père fondateur, Manus. Les peuples de Germanie occidentale possédaient donc déjà une filiation légendaire commune, sous l'appellation d'Istévons, du nom de leur ancêtre commun. Le souvenir de cet ancêtre avait dû rester vivace parmi toutes ces tribus, à travers une tradition légendaire commune et des cultes mémoriels particuliers lui étant associés. À cela s'ajoute la rivalité commune que toutes ces tribus auront entretenue avec Rome pendant plusieurs siècles de lutte sur les rives du Rhin. Durant une période qu'il est impossible de dater avec exactitude, mais qui se situe entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, l'appellation d'Istévon disparaît pour laisser place à celle de Franc. L'on retrouve officiellement le nom de Franc pour la première fois cité dans les annales romaines en l'an 241, lors d'une modeste bataille près de Mayence, les opposant aux tribuns de la 6e Légion, le futur empereur Aurélien. Les Francs en question étant probablement issus de la fameuse tribu des Cates. Le terme franc, issu du germanique, signifie hardi et fait référence à la bravoure et à la témérité manifestées par ces peuples germains au combat. Pendant des siècles qui mèneront finalement comme une consécration à l'apparition du terme Francia sur les cartographies de l'Empire romain, ces peuples ne cesseront de fusionner jusqu'à n'en former plus que deux, Saliens et Rhénans. Durant la même période, en amont du fleuve du Rhin, une autre confédération germanique fera son apparition, les Alamans, alors associés au peuple suève. Le destin des Francs et des Alamans sera lié et ces deux peuples seront longtemps amenés à combattre côte à côte face à l'Empire. Alaman vient du germain Alman, signifiant tous les hommes, probablement en référence à l'union des différents guerriers des tribus. Le mot Alaman donnera le mot Allemagne en français, qui sert aujourd'hui à désigner le territoire germanique dans cette langue. Les Francs reviennent sous Galien, parcourent la Gaule jusqu'en Hispanie à Tarragone. De là, ils parviendront à acquérir une flotte pour aller porter leur aide jusqu'aux côtes d'Afrique du Nord. À cette époque, Rome devait juguler de nombreux Francs, les Goths sur le Danube, les Perses en Orient, Francs et Alamans sur le Rhin. Face à l'insuffisance d'un empire romain submergé de part et d'autre, Postumus établit alors un empire des Gaules depuis Cologne, d'une durée éphémère mais suffisante pour juguler durant un temps les assauts des Francs. L'empereur des Gaules fera toutefois rapidement place au règne de l'empereur romain Aurélien du retour d'Orient. À la mort de l'empereur Aurélien, on retrouve les Francs et Alamans franchissant de nouveau les limes du Rhin et du Danube, occasionnant l'une des pires invasions de la Gaule que Rome ait jamais connue. On atteste les très nombreuses pièces de monnaie retrouvées dans les villas romaines incendiées et datées de cette période. On voit les Francs faire face à l'empereur Probus, l'un des plus brillants généraux romains, fait empereur, lequel leur mènera une guerre sans merci durant son règne. Après avoir repoussé les Francs, Probus fut considéré comme le vainqueur des Francs, sous le titre honorifique de Francique. Face à ces victoires,
À Rome, on alla jusqu'à fantasmer sur une future Germanie, devenue province romaine. C'est à l'occasion du règne de Probus que l'on découvre que les Francs n'étaient pas uniquement redoutés sur terre, mais étaient également sur mer. Des lots francs exilés de force par l'Empire dans la région du Pont Saint-Euxin, réussissant à s'emparer d'une flotte, pillèrent les côtes en Méditerranée, passant par la Grèce, les côtes libyennes, Carthage, parvenant à prendre possession de la ville de Syracuse, rejoignant l'Atlantique par les colonnes d'Hercule pour finir par rejoindre leur terre d'origine via l'embouchure du Rhin. Cette épopée maritime franque restera dans les chroniques romaines comme l'une des plus audacieuses. Elle annonçait également que les Francs étaient prêts à reculer devant aucun obstacle, malgré les défaites et le joug subi. Plus tard, sous Maximien, on retrouvera les Francs écumer les mers du Nord aux côtés des Saxons, pour atteindre la Manche et ses rivages. À cette occasion, les Francs s'allieront avec le commandant romain d'origine ménapienne du nom de Carausius, qui se fera proclamer empereur par ses soldats pour prendre possession de l'île de Bretagne. Carausius, devant faire face aux représailles de l'empereur légitime Maximien et de ses légions, légua à ses alliés francs l'île de Batavie à l'embouchure du Rhin, ainsi qu'une partie du pays de l'Escaut. Ainsi positionnés, les Francs associés avec les colonies saxonnes de Boulogne étaient censés interdire l'accès maritime à toute expédition romaine vers la Bretagne de Carausius. L'expédition contre l'usurpateur Carausius ne tarda pas. L'empereur Maximien et ses légions s'attaquèrent en premier lieu aux Francs de l'embouchure du Rhin, ne pouvant laisser ce peuple tumultueux libre de ravager les Gaules, pendant qu'ils seraient occupés à pourchasser Carausius sur l'île de Bretagne. C'est ainsi que les Francs se soumirent rapidement à Maximien, mais en échange d'un fédus sur les terres que leur tribu occupait alors, la Batavie et l'Escaut. Ce fédus des Francs se passait sous le règne du roi franc Génobo, leur premier roi dont les chroniques retiendront le nom. Ce territoire acquis par Génobo, sous l'empereur Maximien, deviendra donc la patrie d'origine de la dynastie franque. C'est depuis cette terre de l'Escaut que les Francs saliens envahiront les Gaules jusqu'à leur sortie définitive sous Clovis. Mais les Francs ne jouirent que d'un répit éphémère. Les traités contractés par Rome fluctuant selon le gouvernement en place, leur accord de fédus avec Rome vola en éclats avec l'arrivée au pouvoir de Constance Chlore. Les îles Bataves et la Ménapie, reprises par les légions, de nombreux Francs furent répartis dans les provinces gallo-romaines pour y travailler la terre au milieu des solitudes. Le panégyriste Eumène témoigne alors de cette période. Nous avons vu, et nous voyons encore dans les rues de nos villes et sous nos portiques, se tenir de longues files de barbares captifs, que les ordres de l'empereur distribuent entre les habitants de la province, en attendant qu'ils soient conduits sur les champs qui manquent de bras et qu'ils devront cultiver. Voici donc qu'un chamave et un frison labourent pour moi. L'ancien pillard se change en travailleur et apporte sa récolte à nos marchés. Mais à peine Constance Chlore, rappelée vers le Rhin, pour y contenir une invasion des Alamans, voilà que de nouveaux chefs de guerre francs réapparaissent dans les provinces, Ascaric et Ragèse, ces deux chefs obligeant le fils de Chlore, le futur empereur Constantin, à partir en campagne en pays batave. Les rois francs furent capturés, ainsi qu'une grande foule de guerriers francs, et amenés enchaînés dans les amphithéâtres de la Gaule romaine, où ils furent abandonnés aux lions et déchiquetés dans les spectacles de l'arène. Le calvaire des Francs se prolongea sous le règne impérial de Constantin, malgré les soulèvements dus à l'indignation que ces atrocités suscitaient chez les tribus franques. Ce n'est qu'une vingtaine d'années après ces faits que les Francs sortirent du cycle moribond des défaites militaires. Profitant des conflits internes entre les descendants de l'empereur Constance Chlore, les victoires militaires des Francs leur firent gagner le titre de fédération qu'ils avaient perdu depuis l'époque du roi Génobo. Ce qui s'est probablement passé est que Rome accorda un nouveau fédus aux Francs en Toxandrie, et que ce territoire fut alimenté par un flux migratoire provenant des régions situées au-delà du Rhin, qui fit se déverser en pays bataves les tribus franques.
Alors poussés au nord par la pression des tribus saxonnes, ces Francs descendant toujours plus vers le sud-ouest. De là, ces tribus franques fusionnèrent avec le reste des Francs installés en Toxandrie depuis l'époque de Génobo et du premier Phédus. Ils s'annexèrent à cette occasion, en plus de la Toxandrie accordée, les territoires de l'Escaut, qu'ils devaient aussi considérer comme leur territoire légitime depuis l'époque du premier Phédus. Dans la mesure où Rome fut incapable de récupérer ces territoires après le règne de Constantin, l'Empire fut obligé d'accorder aux Francs ce titre de Phédus en Toxandrie, en leur laissant occuper ce territoire en échange de troupes auxiliaires. Mais Rome ne put empêcher durant cette période ce débordement des tribus franques sur les territoires voisins que les Francs considéraient légitimement comme leurs depuis le traité du roi Génobo, traité qui avait été violé à l'époque par l'empereur Constance Chlore. Toutefois, Rome restait maître des cités et des grands axes stratégiques de toute la région. Le fait que ce territoire du Brabant et des Flandres était une terre marécageuse et inculte explique aussi le désintéressement de Rome face à la migration franque dans cette région. En réalité, le terme franc-salien ne correspond pas aux Francs situés à l'ouest des rives du Rhin, mais à une simple peuplade parmi un grand nombre de tribus franques installées dans cette zone. Les Francs de la dynastie mérovingienne ne se sont jamais connus comme francs-saliens. C'est l'historiographie qui leur attribuera ce nom par défaut. En résumé, nous trouvons deux groupes francs, l'un oriental installé en Toxandrie du côté du Brabant actuel, sur les rives du Rhin, et l'autre occidental dans la région de l'Escaut et des Flandres.